Bonjour à tous, merci beaucoup de nous avoir rejoints. J'attends que Anthony se connecte au webinaire et puis on va attendre 2-3 personnes. On va commencer d'ici 1 ou 2 minutes. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez me dire, me laisser un message pour me dire que que le son marche bien? Alors, micro, ça doit marcher. C'est bon? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que tout le monde m'entend? C'est nickel. Super. On attend peut-être encore une ou deux Une minute. minutes que tout le monde arrive. Allez. Vous ne pouvez pas cliquer. Donc, il est 10h02, on va commencer. Merci à tous d'être présents ce matin. C'est donc le deuxième webinaire de notre série sur la transition énergétique et notamment le fait de bien commencer ça pour son entreprise. Je fais un petit rappel. En bas de votre fenêtre, vous avez un onglet sondage, un onglet questions et un onglet chat. Quand vous voulez poser des questions, merci de bien les mettre dans l'onglet questions parce que c'est plus facile pour nous de les voir et d'être sûr qu'on y répondra. Vous allez recevoir donc certains petits sondages qui ont été faits pour qu'on comprenne un petit peu plus à qui on a affaire et quels sont aujourd'hui où est-ce que vous en êtes par rapport à vos démarches de transition énergétique. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui d'Anthony Sonnet, qui est un Energy Manager chez Enoptera et puis qui est, on va dire, spécialisé dans les audits énergétiques. Et donc, c'est lui qui va vous parler aujourd'hui. Donc, cette série de 5 webinaires Enoptea sur la mise en place des actions concrètes de la transition énergétique, on avait fait un premier sur le décret tertiaire et aujourd'hui, on va traiter donc des audits énergétiques et de leur intérêt. Donc, Anthony, je te laisse la main et je te passe la main sur le sommaire. C'est très bien. Bonjour à tous. Merci de suivre ce webinaire du coup, sur l'audit énergétique. Alors, il va se dérouler donc en 5 chapitres. Nous allons d'abord voir le pourquoi faire un audit énergétique. Ensuite, nous verrons le cadre, parce qu'il faut le contextualiser forcément, bien sûr. Ensuite, on verra la conformité réglementaire des entreprises qui sont assujetties à des audits énergétiques. Ensuite, on va s'attarder un petit peu plus sur la méthode optimale d'audit de son parc. Et en 5e, on fera les plans d'action cohérents avec ses attentes, puisque suite à l'audit énergétique, il faut que ce soit quand même un document que vous puissiez utiliser dans votre démarche de transition énergétique. Donc, on va passer à la slide suivante où on va commencer par évoquer le pourquoi. Donc, nous avons identifié 3 facteurs. 3 facteurs en fait déclencheurs d'audit énergétique. Donc, c'est les 3 facteurs pour lesquels on nous appelle le plus souvent. Donc, le premier, forcément, c'est le coût énergétique. Je pense que beaucoup d'entre vous ont vu leur facture énergétique prendre une hausse qui est assez significative. Pour certains d'entre vous, on peut parler de x3 sur les factures. Donc, inévitablement, il y a une recherche qui se met en place pour baisser ces coûts. Il y a aussi le facteur social et environnemental. Donc ça, c'est le deuxième facteur.
Celui-là, en fait, il va être en rapport très souvent par rapport au RSE, donc la qualité de vie au travail, le bien-être au travail, mais aussi la dimension environnementale, le changement climatique, en fait. Il y a aussi beaucoup de questions comme ça. Et ensuite, il y a un troisième facteur qui vient, donc c'est la conformité réglementaire. Ce troisième facteur, donc, il peut être soumis avec les trois petits chapitres que vous voyez en dessous, l'audit des grandes entreprises, la clé verte, alors ça va plus être dans le secteur de l'hôtellerie, et bien sûr le décret tertiaire, le décret BACS. Je vous ai mis en dessous des deux premiers facteurs, en fait, trois sous-chapitres. Ces trois sous-chapitres-là viendront forcément impacter, si vous faites de l'amélioration de l'enveloppe de votre bâtiment, vous allez forcément baisser votre coût énergétique et avoir un impact environnemental et social moindre. Donc, à chaque fois, vous aurez toujours ces deux actions, que ce soit aussi sur une motivation technique. Si vous êtes sur un bâtiment qui est plutôt vétuste et qui a eu pas ou peu de rénovation, forcément, si vous commencez à changer des systèmes, vous allez optimiser les coûts énergétiques et aussi minimiser votre impact environnemental. De même pour le confort technique, si vous gardez une température d'ambiance, si les températures de consigne sont respectées, etc., c'est dans la même veine, il y aura forcément un coût énergétique moindre et un impact environnemental moindre. Donc ça, c'est les trois facteurs du pourquoi. Donc maintenant, en fait, ce qu'il faudrait, c'est plus le contextualiser l'audit dans tout ça. Donc je vais vous présenter une vue un petit peu synthétique des réglementations auxquelles on est soumis, aussi bien vous que nous d'ailleurs, dans la démarche de transition énergétique. Donc on va passer à la prochaine slide. Le premier volet de tout ça, dans la généralité, en fait, il y a la directive européenne 2012 qui est relative du coup à l'efficacité énergétique. Je me suis attardé sur deux articles, l'article 5 et l'article 8. L'article 5, lui, est beaucoup plus en relation avec les collectivités publiques qui ont eu une obligation de rénover au moins 3% de la surface de leur parc. Donc, s'il y a une nécessité de rénover, il faut savoir les économies d'énergie que ça va engendrer. Donc ça, c'est pour l'article 5. L'article 8, lui, s'attarde un petit peu plus sur l'audit énergétique et le système de management de l'énergie. Donc, il est incitatif auprès des PME, donc pour faire un audit énergétique. L'audit énergétique pour les entreprises hors PME, donc entre guillemets, audit des grandes entreprises. Les collectivités territoriales qui sont encouragées aussi à mettre en place des systèmes de management de l'énergie. Et bien sûr, la norme ISO 50001, donc pour rappel, ça c'est la norme qui vise à l'amélioration de la performance énergétique de toutes les organisations. Et la EN 16247, mais là, je reviendrai un petit peu plus dessus après. C'est celle qui régit, en fait, c'est la norme si on veut faire des audits, donc qui s'applique à tous les bureaux d'études et entreprises qui veulent faire des audits énergétiques. Ensuite, on a la loi énergie-climat. Loi énergie-climat qui fixe des objectifs nationaux qui sont à atteindre. Une des mesures phares, bien sûr, qui a été très longtemps mis en avant, donc c'est la neutralité carbone d'ici à 2050. Mais on peut aussi s'attarder sur les énergies renouvelables qui doivent être portées à 33% de la consommation finale d'ici à 2030. Pour information, en 2022, on en était à 20,7%. C'est quand même 1,4 points de plus par rapport à 2021. Cette hausse, elle peut s'expliquer par l'accroissement de production dans les filières renouvelables, donc que ce soit éolien, photovoltaïque, pompe à chaleur. Il reste encore du boulot, il nous reste une dizaine de pourcents à gagner encore. Donc, la loi énergie-climat n'est pas encore terminée, elle fixe des objectifs qui sont atteignables, mais il faut opérer une transition énergétique. Ça, c'est une certitude. Ensuite, sur la slide suivante, le deuxième volet, ce sera le volet réglementaire, donc par rapport au bâtiment.
Pour information, suite au choc de 73, suite au choc pétrolier de 73, il y a eu une prise de conscience sur la nécessité d'économiser l'énergie dans les bâtiments, ce qui a donné naissance à la réglementation thermique de 74. Ensuite, il y en a eu d'autres, bien sûr. Il y a eu la 82, la 88. En 2000, on a eu des exigences sur le confort d'été. Sur la RT 2005, on a pris en compte les énergies renouvelables et le bioclimatisme. Ensuite, il y a eu la RT 2012 et RE 2020. Donc, dans la globalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on avance dans le temps et plus on demande aux bâtiments d'être résilients et donc d'être à énergie positive. Donc, on va consommer moins que ce qu'on va produire. Tout ça pour dire qu'en fait, ça va être… quand on connaît les réglementations thermiques de chaque année, on peut s'attendre à une performance thermique des bâtiments existants. Et nous, ce qui nous intéresse en tant qu'auditeur, c'est surtout la norme des bâtiments existants. Quand vous regardez le schéma que vous voyez sur la slide, il y a plusieurs questions à se poser au fur et à mesure, ne serait-ce que sur la SHON, donc la surface hors d'œuvre nette, savoir si votre bâtiment il fait plus ou moins de 1000 m². Et suivant les réponses, vous allez vous orienter suivant une réglementation thermique globale ou une réglementation thermique élément par élément. À savoir quand même que tout ça est soumis à l'arrêté du 22 mars 2017 qui détermine les exigences thermiques à atteindre. Par contre, c'est légèrement en contradiction avec l'obtention des certificats d'économie d'énergie. Par exemple, si vous devez faire une isolation de mur de votre bâtiment et que vous voulez respecter la réglementation thermique élément par élément, malheureusement, elle n'est pas assez poussée pour que vous puissiez en fait valoriser des C2E. À savoir que la résistance thermique qui va être demandée sur un mur sera aux alentours de 9, de 2, alors que pour avoir des C2E, il faut atteindre 3,7. Un R de 3,7. Donc, mieux vaut aller plus loin et mobiliser des certificats d'économie d'énergie qui vont faire baisser votre enveloppe de travaux et donc des temps de retour sur investissement plus intéressants, plutôt que de rester sur cette réglementation thermique élément par élément qui vous donne un minimum, mais qui ne va pas mobiliser un maximum de choses et qui ne va pas engendrer assez d'économie d'énergie. C'était la petite attention que je voulais porter du coup sur la réglementation des bâtiments. On va passer du coup maintenant aux normes auditeurs, parce que comme tout le monde, on est soumis à des normes, donc la 16247. La 16247 qui est composée de plusieurs volets. La 16247-2 qui traite des bâtiments, la 3 qui traite de l'industrie et la 4 des transports. On va s'attarder un petit peu plus sur le bâtiment puisque c'est pour ça que vous êtes là. Elle fixe forcément un processus à respecter pour tout auditeur. C'est un cheminement qui sera nécessaire, enfin, c'est une obligation. Donc, il va y avoir forcément un contact préliminaire. Ce contact préliminaire, c'est là où on va avoir les premiers échanges entre clients et auditeurs. Et c'est là qu'il va falloir un petit peu cibler déjà votre parc, comprendre de quoi il en retourne, combien de bâtiments, qu'est-ce qu'il en est, pourquoi vous voulez le faire. Donc, on revient à la première question qui était le pourquoi, dans quel but. Suite à ça, il va y avoir une réunion de démarrage dans laquelle on va établir l'ordre de démarrage, donc déterminer d'une date à laquelle on va pouvoir commencer l'audit. Ensuite, il va y avoir une phase de recueil de données. Donc, cette phase-là est très importante parce que c'est la phase où on va commencer vraiment à rentrer un petit peu plus dans la technique et où on va commencer en tant qu'auditeur à avoir une vision un petit peu plus claire de votre vision, de votre bâtiment, pardon. Ce recueil de données, en fait, on va le confronter à la descente sur le terrain. La descente sur le terrain, pour un auditeur, c'est une obligation. On ne peut pas faire d'audit à distance. Et dans cette descente sur le terrain, il va y avoir 5 usages qui vont être étudiés. Donc, c'est les 5 usages que vous voyez sur le côté. Donc, c'est l'eau chaude sanitaire, le chauffage, la ventilation, la climatisation, l'éclairage et les équipements. À tout ça, pour avoir une vision un petit peu plus complète du bâtiment,
on va rajouter l'étude de l'enveloppe. Si votre enveloppe est performante, forcément, les équipements qui sont à l'intérieur vont moins produire pour pouvoir chauffer ou pour pouvoir vous refroidir. Si, à contrario, l'enveloppe, c'est ce qu'on va appeler un gruyère ou une passoire thermique, là, dans ces cas-là, peu importe les systèmes que vous allez mettre en place, vous allez forcément chauffer l'extérieur et toutes les calories que vous avez créées à l'intérieur, elles vont s'échapper. À cela va s'ajouter des scénarios d'occupation. Si vous êtes une entreprise où il y a 100 employés et que vous en avez 70 qui sont en télétravail, vous n'allez pas avoir la même consommation que si 100% des personnes sont sur place et consomment de l'électricité classiquement ou du chauffage, peu importe, dans le bâtiment. Donc les consommations seront en rapport avec l'occupation. Et il y a un dernier volet qui est non négligeable aussi, c'est les apports solaires qui vont être étudiés. Les apports solaires qui sont une très bonne chose pour l'hiver, parce que du coup, ça permet de moins chauffer, mais qui peuvent avoir un effet un petit peu plus désagréable pour les occupants en été, puisque dès que le soleil va taper sur les fenêtres, en fait, vous allez avoir une sensation de chaleur incroyable. Et donc, du coup, ça veut dire que vous allez lancer la climatisation pour combler ce manque. Donc, ça augmente les consommations. Donc ça, c'est l'aspect global qui va être étudié et qui est demandé dans la NFEN 16247. Donc, tout auditeur devra respecter ça. Une fois que la descente est faite et que tous ces usages sont étudiés, ensuite, il y a forcément l'analyse des données recueillies. Donc, une fois qu'on est revenu et qu'on se penche un petit peu sur son bureau avec toutes les données qu'on a recueillies sur le terrain, en fait, on va faire l'audit en tant que tel et on va confronter les données. Pour calculer des besoins de chauffage, calculer des consommations à l'année et ensuite éditer le rapport. Ce rapport, en fait, devra être rendu, restitué au client et une réunion de clôture est obligatoire. Alors, elle peut être à distance, elle peut être en présentiel, peu importe, mais une restitution est obligatoire pour que l'auditeur, qui est la personne qui a vu le bâtiment, explique comment il a fait son raisonnement et qu'est-ce qu'il a vu sur le bâtiment qui pourrait être amélioré ou améliorable. Voilà. On va passer à la prochaine slide. Donc, il y a un autre volet qui sera à l'aide. Donc, on revient sur les conformités réglementaires. Donc, celui-là, je pense que la plupart d'entre vous la connaissent, donc je ne vais pas forcément m'attarder dessus. Le décret tertiaire, bien sûr, donc, qui vise d'ici à 2030 40% d'économie d'énergie, 50% et 60% d'ici à 2050. Pour tout bâtiment dépassant une surface de 1000 m², je le précise. La petite nouveauté qui est apparue, c'est valeur absolue 3 qui est arrivée le 16 mai. Elle est en consultation publique, donc ce n'est pas la version définitive. Il va y avoir du changement, il va y avoir des retouches, il va y avoir des choses qui vont être apportées. Mais je pense que déjà, dans un premier temps, ça nous donnera une vision un petit peu plus globale, avec déjà valeur absolue 1 et 2. Et là, le complément en 3, ça tracera des lignes un petit peu plus définies. Si vous avez quand même des questions sur le décret tertiaire, je vous invite à regarder les webinaires qui ont été faits, donc le précédent webinaire sur le décret tertiaire, fait par Enoptea, où dedans, vous aurez aussi les retours d'expérience sur les points bloquants que nous avons relevés. Ce qui peut être intéressant si vous n'avez pas encore lancé votre démarche du décret tertiaire. Comme ça, vous pourrez déjà vous passer les premières embûches, en tout cas. Anthony, juste une question, elle est en consultation publique pendant combien de temps? On ne sait pas. Pour l'instant, je ne sais pas. J'ai juste eu l'information comme quoi on y avait accès. Je n'ai pas le délai, par contre. Mais bon, en tout cas, elle est en consultation. Pour combien de temps, je ne sais pas. Très honnêtement, je n'ai pas l'information. On peut passer sur la slide suivante. Toujours dans la conformité réglementaire, des audits de grandes entreprises. Donc, pour rappel, donc, les grandes entreprises, comme la directive européenne le signalait, les audits sont obligatoires pour les grandes entreprises qui ont des effectifs qui sont supérieurs à 250 personnes
qui ont un chiffre d'affaires qui est supérieur à 50 millions et un total de bilan qui est supérieur à 43 millions d'euros. J'ai décidé d'en parler. Pourquoi? Parce qu'il y a des questions qui reviennent assez fréquemment qui portent sur l'échantillonnage des bâtiments. Donc, ce qu'il faut comprendre pour l'audit des grandes entreprises, c'est que doit être cumulé les factures d'énergie du bâtiment, mais aussi du transport. Si vous êtes une entreprise avec une flotte de voitures pour les commerciaux, pour la direction, peu importe, excusez-moi, c'est quelque chose qui doit être pris en compte dans le calcul global des consommations des bâtiments. Donc, pour vous donner un exemple, si vous avez un parc de 100 bâtiments et que 36 bâtiments représentent 80% de la facture globale, en fait, on doit imposer une racine carrée de ces 36 bâtiments. Donc, ça nous donne 6 bâtiments à auditer. Donc, c'est aussi simple que ça. Et ces 6 bâtiments-là devront être audités en discussion du coup avec l'entreprise et l'auditeur. Parce qu'il va bien falloir cibler les bâtiments les plus énergivores, puisque si on cherche à avoir les 80% des factures, il va falloir quand même… Enfin, ce qui va ressortir dans tous les cas, c'est les bâtiments les plus énergivores. Et dans ces cas-là, on va aller inspecter tout ça. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a une nécessité d'avoir la certification, comme on l'évoquait juste avant, NFE NCS 247 sur les bâtiments, mais aussi sur les transports, puisque par exemple, une entreprise de logistique peut être auditée, et elle, la problématique, ce ne sera pas forcément les factures d'énergie du bâtiment, mais ce sera le transport qui va être le plus consommateur. Et donc, dans ces cas-là, il y aura forcément un audit au niveau du transport. L'audit du transport, nous, on se focalise sur 4 axes principaux qui sont donc les véhicules. Donc, dans les véhicules, on va avoir des sous-chapitres à regarder, que ce soit la vétusté, l'entretien, l'état général, etc. Le deuxième axe, ça va être le carburant. Est-ce que le carburant est approprié pour l'usage qui en est fait? On va s'attarder aussi au niveau des conducteurs, parce que probablement qu'il y a du travail à faire sur les conducteurs aussi, pour avoir une conduite qui soit plus souple et moins consommatrice. Et le quatrième axe, ce sera l'organisation de la flotte, donc une étude un petit peu plus spécifique sur est-ce qu'il y a une possibilité d'optimiser l'organisation de la flotte ou pas, et dans quelle mesure le faire. Voilà, je voulais juste faire un petit aparté sur le transport. On va passer à la prochaine slide. Donc, on a réalisé un petit tour exhaustif des normes, directives et exigences réglementaires. Maintenant, on va peut-être un petit peu plus s'attarder sur l'audit et surtout sur la méthode d'auditer son parc. Donc là, vous avez cette démarche qui est en 3 jalons. Et c'est une démarche qui permettra justement de déterminer la teneur de l'audit. Donc ça, c'est important. Et de finaliser surtout les plans d'action attendus. Il faut que forcément la démarche de l'audit soit en cohérence aussi avec ce que vous attendez. Donc, pour poser les bases d'un audit, ce qui est très, très important, ça va être de définir un référent énergie unique. Ce référent énergie sera la personne qui sera en lien direct avec le bureau d'études ou l'entreprise qui va réaliser l'audit, et ça va être l'intermédiaire de l'entreprise. Si ce référent énergie a une connaissance du parc dans sa globalité, c'est mieux, parce que du coup, il va pouvoir déjà avoir un premier avis et une vision un petit peu plus claire de ce qui est attendu. Avec cette même personne, on va pouvoir déterminer des indicateurs de performance énergétique qui vont être pertinents pour la compréhension. Donc, il y a celui que vous connaissez tous, qui est le kilowattheure par mètre carré par an, celui que vous retrouvez sur des étiquettes énergétiques, celui que vous retrouvez un petit peu de partout, qui va vous donner une consommation rapportée au mètre carré. Mais il est possible aussi d'avoir une réflexion autre. Tout dépend en fait le secteur dans lequel vous êtes, mais vous pouvez très bien avoir des kilowattheures par occupant.
Et vous pouvez aussi demander des kilowattheures par nombre de jours travaillés, par exemple. Ça aussi, c'est une possibilité. Encore une fois, tous ces indicateurs de performance énergétique sont dépendants de votre secteur et de quelle compréhension vous voulez en avoir. Quels sont les indicateurs qui vont vous aider à comprendre l'audit et à comprendre l'évolution ou pas de votre parc. Cette même personne, du coup, le référent énergie, il doit prioriser les bâtiments les plus énergivores. Donc, s'il a une vision du parc de bâtiments, il va pouvoir prioriser, puisque de toute façon, il y a un moment quand un bâtiment est beaucoup trop énergivore, on le voit, on le ressent, enfin, c'est une évidence. Donc, on va pouvoir pointer du doigt en fait les dysfonctionnements et aller les chercher. Le pourquoi du comment. Il y a ce deuxième jalon qui est de mettre en évidence les typologies de bâtiments similaires. Ça aussi, c'est plutôt important parce que pour une entreprise, par exemple, qui ne serait pas soumise à l'audit énergétique des grandes entreprises, mais qui peut avoir un parc de bâtiments, ce qui peut être judicieux, c'est de regrouper les bâtiments de même taille, énergie, catégorie et zone climatique, puisque en fait, le but n'est pas de faire un audit sur tous les bâtiments. L'audit est de cibler, le but est de cibler des bâtiments qui auraient les mêmes typologies dans sa globalité et de pouvoir dupliquer certaines actions. C'est un peu l'idée, c'est-à-dire que, alors attention, toutes les solutions qui vont être mises en place sur un bâtiment ne peuvent pas forcément être transmises sur un autre bâtiment, ça c'est une certitude. Mais par contre, si vous avez la même taille, la même énergie, la même catégorie et la même zone climatique, il est potentiellement possible de mettre en place les mêmes solutions qui auront été évoquées. Faire l'état des lieux aussi des documents nécessaires. Donc, comme je le précisais un petit peu au-dessus, plus on a d'informations sur les bâtiments, mieux c'est pour l'auditeur. Donc, ça veut dire qu'on va déjà pouvoir préparer, savoir un petit peu la réglementation thermique qui était en vigueur à l'époque, savoir dans quel état il est, savoir la superficie. Si, par exemple, vous n'avez pas de plan, si vous n'avez pas d'informations, tout ça, c'est des données qui vont vous faire… si vous avez pas de plan, on ne peut pas lancer un audit et ça vous fait perdre du temps, en définitive. C'est quelque chose… Il va falloir créer des plans. Les plans, il va falloir les donner à l'auditeur. L'auditeur va venir et va faire son boulot. Donc, tout ça, si vous voulez, c'est aussi connaître son patrimoine, en quelque sorte. Savoir si on a les plans, savoir l'occupation de chaque site, c'est très important, comme je le disais tout à l'heure. Si vous avez 100 personnes qui sont présentes chaque jour ou si vous en avez que 20, ce ne sera pas les mêmes consommations. Les factures aussi, donc qu'est-ce que j'ai comme facture, est-ce que j'ai la globalité, pas la globalité, qu'est-ce que je peux fournir pour faire un audit énergétique, il nous faut pour avoir une vision qui est plutôt stable, c'est 3 ans en arrière. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu s'il y a des évolutions ou pas. Et s'il y a des évolutions, savoir pourquoi il y a eu des évolutions ou même des régressions. Hein. On peut moins consommer dans le temps aussi, c'est possible. Mais il nous faut cette vision un petit peu globale. Est-ce qu'il y a eu des rénovations qui ont été faites? Est-ce que il y a des choses comme ça. Le ressenti aussi des usagers est très important et qu'il va falloir aussi connaître. Donc voilà, c'est une… Oui. J'ai une question pour toi. J'ai quelqu'un qui nous dit nous sommes dans l'obligation de faire un audit, une grande entreprise. Ouais. Étant locataire, quelles seront les obligations du propriétaire suite à l'audit? Les obligations suite… Alors, les obligations du propriétaire du bâtiment, c'est ça? Alors, les obligations, dans tous les cas, donc on a dit que c'était une personne qui était soumise à l'audit de grande entreprise, c'est ça? D'accord. Donc, dans tous les cas, il y aura une démarche qui devra être faite, donc une démarche d'audit tous les 4 ans. C'est une obligation. Par rapport à l'audit, derrière, vous aurez des obligations d'obtention de réduction de consommation. Et donc, le propriétaire, à un moment donné, va devoir agir. Ça, c'est une nécessité.
sur la globalité en fait du bâtiment. Donc, je ne sais pas quelle typologie de bâtiment est-ce, je ne sais pas s'il y a d'autres locataires dedans, mais à un moment donné, il va y avoir effectivement une réflexion à réaliser. Merci. Je vais continuer du coup sur les plans d'action qui seront en cohérence avec vos attentes. Donc les plans d'action doivent être en cohérence, comme je le disais, avec vos attentes. Ce qu'il faut prendre en compte quand même, c'est l'expertise de l'auditeur. L'auditeur, lui, il est censé être le sachant. Donc, c'est la personne qui va vous guider dans cette transition énergétique. J'ai coutume de penser qu'en fait, il y a 3 axes de réflexion pour guider, qui seraient donc la sobriété, l'efficacité et les énergies renouvelables. C'est une démarche qui est très connue, mais bon, que je vais repréciser quand même. La sobriété qui se traduit surtout par le gommage. En fait, on va gommer les consommations inutiles, donc le gaspillage. Mais aussi, il y a une part de l'enveloppe. Si une enveloppe est performante, du coup, les systèmes à l'intérieur seront beaucoup plus sobres en énergie. Et il y a aussi et surtout les gestes éco-responsables des occupants, qui, eux, en fait, sont directement, comment dire, c'est eux qui impactent directement le bâtiment puisqu'ils l'utilisent. Ensuite, il y a l'efficacité. Donc, l'efficacité, là, je parle vraiment spécifiquement des systèmes. Si on améliore les systèmes, effectivement, on améliore leur rendement. Et qui dit meilleur rendement, dit baisse des consommations. Et il y a un troisième volet qui est la mise en place d'énergie renouvelable, comme on l'évoquait juste avant, avec l'objectif de 33%, donc avec la loi énergie-climat. Donc, ça peut être des panneaux solaires photovoltaïques, ça peut être des panneaux solaires thermiques, ça peut être des réseaux de chaleur, ça peut être du captage sur nappe, ça peut être des sondes profondes, ça peut être beaucoup de choses. Voilà, donc ça, c'est les 3 axes dans lesquels l'auditeur qui doit être fort de proposition doit vous aiguiller à aller, en fait. Donc, sobriété, efficacité et énergie renouvelable. C'est un triptyque qui est la base de réflexion de l'audit énergétique. Voilà, c'est la réflexion qui va avec. Dans le but aussi que les plans d'action conseillés par l'auditeur soient en cohérence toujours avec vos attentes. Lors de la réunion, il faut absolument définir clairement votre besoin. Donc, ce qu'il va falloir aller chercher, c'est ça. C'est quelles sont vos aspirations, le degré d'approfondissement de l'audit. Est-ce que vous avez besoin d'un audit? Est-ce qu'un audit classique énergétique me suffit? Alors, ça ne veut pas dire qu'il sera amoindri. C'est pas quand je dis classique, il sera amoindri. C'est-à-dire que de toute façon, il y a une nécessité, on a une obligation légale ou normative de donner des informations. Donc, de lister des informations et d'étudier les 5 usages, etc. Donc, de toute façon, la teneur sera la même. Par contre, il y a des fois, il peut y avoir des clients qui ont des demandes un petit peu plus spécifiques d'études. Et donc, c'est ça qu'il faut déterminer. Est-ce que j'ai besoin d'énergie renouvelable? Est-ce que j'ai besoin de faire une simulation thermique dynamique parce que j'ai des surchauffes trop importantes ou j'ai de l'inconfort qui est créé, que me font remonter mes collaborateurs? Voilà, tout ça, c'est des questions qui peuvent être éludées lors de la réunion de lancement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on comprend le besoin du client et mieux on peut y répondre. C'est surtout ça. Et plus on va savoir exactement la teneur de l'audit et c'est surtout un document qu'après, il va falloir que vous puissiez utiliser. Je vous ai mis une deuxième vignette qui est sur présenter les objectifs d'économie d'énergie visés aux employés. Je pense que quand une entreprise se lance dans une démarche de transition énergétique, il est important de mettre au cœur de tout ça les utilisateurs, donc les employés, parce qu'en fait, c'est des gens qui vont vous faire remonter des informations, qui vont utiliser et donc moins consommer. Voilà, ce sera des gens qui seront sachants
dans l'entreprise. Et c'est surtout en prévision d'une problématique qu'on retrouve assez régulièrement, c'est l'effet rebond. C'est-à-dire qu'une fois que le bâtiment il est rénové et que du coup on s'y sent bien, il y a un confort qui se crée. Il y a forcément un relâchement qui atterrit derrière. La problématique de cet effet rebond, c'est que les temps de retour sur investissement qui sont calculés lors de l'audit sont faits sur un scénario qui doit durer en fait. Donc on ne peut pas se relâcher vraiment dans les économies d'énergie et dans la transition énergétique. Donc cet effet rebond-là, il faut juste y faire attention et sensibiliser les employés et tous les utilisateurs du bâtiment à respecter une espèce de charte un peu éco-responsable et une vigilance un petit peu accrue sur les consommations. On peut aller un petit peu plus loin, toujours dans la gestion, si l'on souhaite faire de la gestion technique des bâtiments, parce que bien sûr, il y a des fois, il va y avoir des dérives au niveau des personnes qui vont partir le soir, qui peuvent laisser tourner un chauffage, une climatisation, peu importe. C'est des dérives qui peuvent arriver. L'erreur est humaine. Mais par contre, il y a des systèmes qui existent donc de gestion technique de bâtiments qui, elles, vont venir arrêter quand il le faut, vous alerter s'il y a des dérives et donc, du coup, encadrer un petit peu le fonctionnement du bâtiment. Donc, je pense qu'il y en a certains qui ont compris. Donc, ça, c'était une petite digression sur le décret BACS. Je fais juste un petit rappel sur le décret BACS qui rentre en vigueur le 1er janvier 2025 pour tous les bâtiments qui cumulent chauffage, ventilation, climatisation 290 kilowatts cumulés. Dernièrement, il y a eu une mise à jour du décret qui impose au 1er janvier 2027 tout bâtiment qui cumule chauffage, ventilation, climatisation 70 kilowatts de puissance utile. Donc ça, c'est des obligations qui vont rentrer en ligne, qui vont rentrer prochainement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fiches de certificat d'économie d'énergie aident jusqu'à la fin de l'année à la création. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous remplissez votre fiche de certificat d'économie d'énergie, vous allez pouvoir valoriser les kilowattheures QMAC générés par cette transition x2 pour une création, et vous allez pouvoir le valoriser fois 1.5 pour tout ce qui est optimisation de GTB qui serait déjà installé. Voilà, c'était un petit aparté sur le prochain webinaire qui va arriver d'ici quelques semaines, je pense, qui portera sur les C2E et sur la gestion technique des bâtiments. Voilà, j'ai fini ma présentation sur l'audit. J'espère avoir été clair. Maintenant, on va peut-être passer, je pense, aux questions-réponses, si vous en avez. Je ne sais pas si on a. Globalement, tu as répondu à toutes les questions. Est-ce que tu peux couper ton micro parce que ça fait écho? Oui. Merci. Donc, si vous avez des questions pour Anthony maintenant, n'hésitez pas. J'ai remis effectivement un petit sondage sur le prochain webinaire qui portera sur le décret BACS et sur les C2E, parce qu'on se posait la question si c'était quelque chose qui serait utile à vous tous. Le décret BACS, c'est vrai que c'est assez récent. C'est pas quelque chose qui a été beaucoup traité pour l'instant parce qu'il y a encore 1 an et demi avant la mise en application. Mais 1 an et demi, ça passe effectivement très vite. Donc, le but du jeu, toujours dans la transition énergétique, c'est aussi d'anticiper pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer, anticiper, voir comment est-ce qu'on peut gérer ça au niveau de son entreprise. De toute façon, vous recevrez un email avec les invitations si jamais cela vous intéresse. Merci beaucoup à tous. Anthony, je n'ai pas plus de questions que ça. Donc, merci beaucoup et puis passez tous une excellente journée.